site internet, sur YouTube ou sur l'application TV et mobile Molotov. Vous regardez un nouvel épisode de l'émission Du côté de chez Sam avec Chris, dit Politico Boy, journaliste et ingénieur, co-auteur des Illusions perdues de l'Amérique démocrate et animateur de la newsletter sur Substack, www.politicoboy.substack.com. Du côté de chez Sam revient 2 fois par mois sur l'actualité aux États-Unis, mais également sur la façon dont les États-Unis regardent l'actualité dans le monde. Au sommaire de cette émission, comment expliquer les mauvais calculs des médias au sujet de l'élection présidentielle américaine? Vu de France, on a eu l'impression et la perception que les médias américains étaient contre Trump majoritairement, surtout les grands titres, et qu'ils n'ont pas vu venir ou surtout pas été capables d'empêcher sa victoire. Est-ce une faillite des médias américains? Comment cet échec est perçu aux États-Unis? Puis nous reviendrons sur le danger potentiel que la présidence Trump peut porter aux États-Unis à travers de nombreuses nominations pour former son projet politique qui semble se dessiner. Que peut-on en attendre? Les contre-pouvoirs seront-ils capables de modérer son action? Et qu'est-ce qui risque de changer en termes de politique étrangère? On en discute tout de suite avec Chris. Alors, je le disais en introduction, en France, la perception est que les médias américains n'ont pas su empêcher la victoire de Trump, ou du moins la prédire de manière précise. Est-ce qu'on peut parler d'un échec de la part des médias américains? C'est assez relatif parce que d'abord, il faut voir un peu ce qu'on entend par les médias américains. Et puis, il y a deux questions. Il y a la question de est-ce qu'ils avaient vu venir la victoire? C'est vrai qu'on avait l'impression que l'élection allait être serrée et que du coup, on ne savait pas qui allait gagner, que ça allait être très compliqué, que ça allait prendre des semaines peut-être à trouver le vainqueur, un peu comme en 2020. Mais en fait, c'est pas ce qu'avaient vraiment dit les médias et encore moins les instituts de sondage. Ce qu'ils avaient dit, c'est que c'était difficile de donner un favori, mais que l'élection pouvait très bien être gagnée rapidement et nettement par un candidat. Donc, de ce point de vue-là, en fait, c'est plus l'interprétation qui a été faite, que ce soit en France ou dans certains médias, comme quoi ça allait être serré. Mais c'était pas ça le message, en fait. C'était que on ne savait pas qui allait gagner. Et donc, ça a pu surprendre certaines personnes de voir le résultat. Et ce résultat, d'ailleurs, reste quand même relativement serré si on regarde en termes de voix les écarts. Par exemple, Trump gagne le vote populaire, ce qui est assez inédit pour un candidat républicain. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Mais il le gagne que de 1,5% à peu près, ce qui est une des marges les plus faibles de l'histoire. Donc ça permet quand même de relativiser ça. Après, la question, est-ce que les médias américains ont tenté de faire perdre Trump ou j'ai vu passer ça sur des sites alternatifs français, des médias indépendants, qui disent, voilà, Trump, c'est le candidat contre les médias, tous les médias étaient pour Harris, et puis il a gagné quand même. En fait, c'est pas une bonne analyse. Il faut d'abord comprendre ce qu'on entend par les médias aux États-Unis. Et contrairement en France, où en gros tous les médias de masse, donc les chaînes télé, radio, les grands titres de presse, sont quand même on peut à peu près les rassembler dans un même panier sur beaucoup de sujets. Aux États-Unis, il y a un clivage très fort entre les médias qui sont pro-républicains, qui sont affiliés au Parti républicain plus ou moins nettement. On pense à Fox News, qui est en gros, c'est une fabrique, les élus républicains des fois ont d'abord été des présentateurs Fox News et ensuite sont devenus des responsables républicains, ou alors l'inverse, c'est des responsables républicains qui sont ensuite embauchés par Fox News. Donc il y a une continuité avec le parti assez forte et une ligne éditoriale qui est clairement faite pour faire gagner le Parti républicain et ses candidats. Et à l'inverse, la chaîne MSNBC est un peu en train de s'inspirer du modèle Fox News côté démocrate. Donc il y a 2 blocs comme ça de médias, des médias plutôt pro-démocrates et des médias plutôt pro-républicains. Et du coup, les médias pro-démocrates ils étaient plutôt pour Harris, et les médias pro-républicains étaient plutôt pour Trump. Mais ça veut pas. Mais il y avait donc une opposition comme ça. Et au milieu, il y a les médias plus traditionnels, donc les chaînes de télévision historiques comme ABC, NBC, PBS, CBS, la chaîne de radio publique NPR et certains titres de presse un peu plus neutres comme USA Today. Et ça, c'est des médias qui sont qui ont donné une couverture plutôt favorable à Harris.
mais c'est en partie parce que il faut voir aussi les faits, c'est-à-dire que quand tu as un candidat Trump qui a tenté un coup d'État, qui a été documenté, que même dans son camp, même Fox News reconnaît ça, qu'il a refusé de reconnaître le résultat des élections en connaissance de cause, etc., qu'il a perdu tous ses procès, y compris ceux qui étaient présentés devant des juges qu'il avait lui-même nommés. Quand on voit tout ça, bah, c'est forcément la couverture médiatique de Trump va pas être extrêmement positive, mais c'est un peu inévitable. Alors justement, les médias démocrates traditionnels dont tu parles, est-ce que pour eux, précisément, on ne pourrait pas parler d'échec, puisque on se souvient qu'ils avaient vu une élection, ils voyaient une élection plutôt serrée et espéraient que Trump perde. Oui, disons que là où ils ont pas, ils ont raté leur pari, si on peut dire, c'est qu'ils ont pas réussi effectivement à faire perdre Trump, si c'était leur objectif. Mais ici encore, faut nuancer parce que des médias traditionnellement qui étaient opposés à Trump ont finalement pris beaucoup de recul. Donc d'abord, il y a la couverture du New York Times, on peut la mettre, ça a été parfois assez complaisant quand même par rapport aux faits qui étaient présentés. Même si ils ont aussi été très positifs vis-à-vis de Kamala Harris, ils n'ont pas toujours été très négatifs vis-à-vis de Trump. Et après, il y a des titres de presse. Donc du côté républicain, les journaux républicains ont plutôt donner leur soutien officiel, parce que les titres de presse souvent vont faire ce qu'ils appellent des endorsements, c'est-à-dire qu'ils vont faire un éditorial où ils vont dire voilà, le journal appelle à voter pour tel candidat. Donc les journaux comme le New York Post, qui est un journal conservateur, un tabloïd à New York, c'est le troisième journal le plus circulé aux États-Unis, a appelé à voter Trump. Le New York Times a appelé à voter Harris. Mais le Wall Street Journal, qui est aussi un titre plutôt conservateur, a pas pris position. Le Washington Post, donc c'est la propriété de Jeff Bezos, qui a pas pris position non plus. Parce que Bezos voulait pas se fâcher avec Trump apparemment. Et le Los Angeles Times, qui est le gros quotidien de la côte ouest, aussi un très gros titre de presse, qui est plutôt démocrate, a refusé de soutenir Harris aussi, parce que, entre autres parce que à cause de son soutien de Gaza, qui gênait le propriétaire du journal. Donc, son soutien d'Israël, de la politique d'Israël à Gaza. Donc ça montre quand même que c'est quand même plus nuancé que ce qu'on veut parfois nous faire croire. Et ensuite, il faut pas oublier deux éléments. Donc le premier, c'est qu'en fait, les Américains s'informent d'abord par la télévision. C'est leur première source d'information. Et parmi les chaînes de télévision, celle qui est citée la plus souvent comme celle qui est leur première source d'information à la télévision, c'est Fox News. Donc dire que 90% des médias, des titres de presse étaient plutôt pour Harris, oui, mais si ça représente que 10% de la couverture médiatique, ça n'a pas vraiment de poids. L'analyse est un peu biaisée dans ce cas-là. Et puis après, ben, cette campagne, la deuxième point, c'est qu'elle a été elle a beaucoup différé des autres dans le sens où on a vu une montée de tous les médias alternatifs, en particulier les podcasts et les influenceurs qui ont été donc Trump, il a fait tout un tas d'interviews chez des podcasteurs qui avant qu'ils viennent qu'ils soient reçus chez eux, appelaient déjà à voter pour Trump. Et Harris est passé aussi dans des émissions plutôt sensibilité démocrate, qui étaient aussi favorables à sa candidature. Donc en fait, ils ont chacun évolué dans leur propre écosystème médiatique pour essayer de bypasser, de contourner les grands médias, pour essayer de parler à d'autres électeurs. Donc du coup, ça relativise en plus le poids des médias historiques. Donc leur échec, c'est à la fois le fait qu'ils aient pas forcément trouvé le bon angle pour couvrir la campagne. Mais c'est aussi le fait qu'ils aient perdu du poids en termes de diffusion. Enfin, la presse papier, de toute façon, ça n'a jamais été la première source d'information des Américains. Mais de toute façon, leur poids a toujours été limité de ce point de vue-là. Alors, concernant cette presse, ces médias qui s'étaient engagés contre Donald Trump et de manière générale, la presse généraliste, est-ce qu'elle va rentrer en résistance comme lors de son premier mandat, sachant que les audiences des chaînes pro-démocrates et les abonnements de journaux démocrates en général peuvent aussi repartir à la hausse? Est-ce que ce sera le cas ou bien la lassitude va s'installer parmi ces journalistes et ces médias?
Ouais, bah, les premiers signaux sont pas encourageants de ce côté-là, dans le sens enfin en tout cas, où sont encourageants pour Trump. Parce que c'est vrai qu'en 2016, la presse c'était un peu érigé comme c'était vécu comme l'opposition à Trump. Et d'ailleurs, Trump avait lui-même dit que la presse était sa principale opposition. Et donc, il y avait ce conflit qui s'était installé et ça qui avait beaucoup profité. Le New York Times avait vu son nombre d'abonnés exploser. Le Washington Post, pareil. CNN avait doublé ses audiences, etc. Donc il y avait comme ça à la fois un intérêt économique et puis une sorte de combativité. Et c'est pas du tout évident qu'on retrouve ça pour ce second mandat. D'abord parce qu'en fait le public de ces médias est un peu, comme tu disais, un peu las de ça. Il y a une lassitude qui s'installe. On voit que la résistance de la population américaine dans tout ce qu'on appelle la population libérale, donc la bourgeoisie de gauche en gros, bah, a perdu un peu l'intérêt. On a vu beaucoup de réactions suite à l'élection de Trump, un peu de fatalité, mais aussi de reproches envers l'électorat qui avait voté Trump en disant, bah, puisque c'est comme ça, les personnes de couleur vont se faire expulser, tant pis pour elles, etc. Donc il y avait un peu un côté, bah, les Américains ont voulu Trump, ce coup-ci, comptez pas sur nous pour pour essayer de limiter les dégâts. Et on voit déjà les audiences télévisées des chaînes qui sont plutôt pro-démocrates, donc en particulier MSNBC, sont en train de s'effondrer. Et une des émissions phares de MSNBC, c'est Morning Joe, donc c'est une émission matinale. Ces deux présentateurs vedettes sont allés voir Trump. Alors ça faisait 5 ans qu'il lui avait pas parlé parce qu'il s'était justement entré en résistance après les événements de 2020. Et là, ils sont allés voir Trump pour discuter en off, donc pas un interview officiel. Ils en ont parlé dans leur émission et directement les audiences ont chuté et donc on sent qu'il y a quand même à la fois le public à la fois n'est plus passionné par ça et puis les médias eux-mêmes, bah, ils n'ont pas forcément l'envie non plus de mener ce combat, donc c'est pas du tout évident. Ça dépendra un peu bien sûr de ce que Trump va faire pendant sa présidence. Mais c'est pas du tout évident qu'on se retrouve avec le même type de combativité et d'opposition à Trump par la société civile et par les grands types de presse, les médias. Alors justement, ça me permet de faire une transition sur la résistance plus globale à Trump. Est-ce qu'il va avoir les mains libres et quels sont les contre-pouvoirs qui se positionnent aujourd'hui face à lui? Il a la majorité, on le sait, au Congrès et également à la Cour suprême. Il veut purger la haute administration, ce qu'on appelle l'État profond ou encore le deep state. Y a-t-il encore des contre-pouvoirs pour s'opposer au programme de Trump? C'est vrai que là, il est dans une position de force. Après, les États-Unis, c'est quand même une construction par la Constitution qui introduit de nombreux contre-pouvoirs. Donc, la première chose à avoir en tête, c'est qu'au Congrès, la plupart des lois ont besoin de 60 voix au Sénat pour être adoptées sur 100 élus. Donc, ils appellent ça le filibuster. Et donc ça, c'est comme en fait les républicains ont que 53 sénateurs, ils n'auront pas une super majorité au Sénat pour passer outre cette capacité de blocage. Après, il y a des exceptions, donc sur certaines, en particulier sur les lois budgétaires. Donc du coup, ça fait quand même des marges de manœuvre, mais en gros, c'est la même position à laquelle était Biden pendant son mandat ces 2 premières années, c'est-à-dire que ils vont pouvoir faire passer une ou deux grandes lois avant les élections de mi-mandat sans avoir de blocage côté démocrate. Donc ça, c'est pour le Congrès. Ensuite, le pouvoir judiciaire et la Cour suprême, il y a 6 des 9 juges ont été soit nommés par Trump, soit par ses prédécesseurs républicains. Donc ils vont globalement être d'accord avec la ligne de Trump, mais s'il va trop loin, on a vu déjà par le passé qu'ils avaient déjà pu prendre des décisions contre l'avis de Trump. Donc du coup, s'il commençait à faire vraiment des excès d'autoritarisme, par exemple, bah, c'est possible que la Cour suprême bloque ça. La Cour suprême avait invalidé sa requête pour justement mettre en cause le résultat des élections de 2020, par exemple, et elle n'a pas changé depuis. C'est la même composition. Donc du coup, il y a quand même la Cour suprême et tous les cours intermédiaires qui sont parfois garnis de juges nommés par les démocrates vont pouvoir mettre des freins potentiels, des garde-fous un petit peu sur la Cour suprême. Ça sera vraiment sur les choses les plus excessives. Et il est possible que si, par exemple, Trump prenne un décret, il y a d'abord un juge démocrate qui soit saisi et qui interdise le décret, et ensuite ce décret sera, du coup, cette décision sera contestée devant la Cour suprême. Et là, à ce moment-là, éventuellement, la Cour suprême donnera raison à Trump. Mais du coup, ça va ralentir un peu
l'offensive potentielle législative qui pourrait avoir lieu ou autoritaire. Ensuite, il y a aussi le fait qu'aux États-Unis, il faut savoir que c'est un pouvoir fédéral, donc le gouvernement fédéral n'a pas toutes les prérogatives comparées aux États. Donc les États ont encore beaucoup de choses qu'ils peuvent décider eux-mêmes ou qu'ils peuvent refuser d'appliquer. Donc du coup, il y a toujours, on l'avait vu quand les démocrates avaient mis en place l'Obamacare, donc cette réforme de la santé, il y a tout un tas d'États gouvernés par les républicains qui avaient traîné des pieds ou seulement appliqué certaines dispositions, ou avaient fait en sorte qu'il n'y ait pas de budget alloué à certaines autres dispositions pour que ça marche pas bien. Donc il y a comme ça toujours des petits contre-pouvoirs à ce niveau-là qui peuvent aussi limiter un peu. Et par exemple sur les enjeux environnementaux et climatiques, les États qui sont gouvernés par les démocrates peuvent prendre mettre en place des choses importantes pour le climat qui irait un peu contrebalancer les décisions prises par Trump. Donc il y a quand même ça, même si c'est vrai qu'il se retrouve en position avantageeuse pour les 2 premières années de son mandat. Ensuite, il y aura les élections de mi-mandat, et là, traditionnellement, le parti au pouvoir perd. Donc il est fort probable à ce moment-là que les démocrates récupèrent le contrôle du Congrès, surtout si Trump mène une politique impopulaire, ou du moins une politique qui soit susceptible de mobiliser l'électorat démocrate. J'aimerais qu'on revienne sur le contenu, ce qui attend les Américains. Qu'est-ce qu'on peut retenir du programme de Donald Trump et de ses priorités? Alors, les grandes priorités qu'il a annoncées, c'est d'abord sur l'immigration, c'est de déporter entre 15 et 20 millions de sans-papiers, ou même potentiellement de personnes qui auraient obtenu des papiers, mais qui auraient ensuite commis des infractions. Donc ça, logistiquement, ça paraît assez difficile à mettre en œuvre comme ça, mais c'est un effort qui va être conduit à ce niveau. Au moins, même si c'est pas nécessairement dans les proportions annoncées, mais c'est clair qu'il va y avoir une sorte de chasse aux sans-papiers, ça c'est évident. La seconde priorité, c'est des baisses d'impôts importantes pour les entreprises et potentiellement pour les grandes fortunes. Ça, c'est vraiment ce qui a motivé le soutien du monde économique vis-à-vis de Trump. Et l'autre chantier, c'est la dérégulation de tout un tas de secteurs, justement pour que les grandes entreprises puissent faire plus de profits. Donc ça, c'est vraiment les priorités à l'agenda. Et après, il y a les fameux droits de douane qu'il veut instaurer, en particulier vis-à-vis des produits chinois. Donc là, la question, c'est est-ce qu'il va faire ça de manière un peu symbolique pour ajouter quelques pourcentages aux droits de douane existants, ou est-ce qu'il va vraiment faire ce qu'il avait évoqué, donc des tarifs qui soient quasiment prohibitifs et qui pourraient du coup si à la fois on se retrouve avec des millions de sans-papiers qui sont expulsés et des droits de douane extrêmement élevés à la frontière, les craintes, c'est en gros que ça provoque une récession parce qu'il y aura plus de main-d'œuvre disponible. Aussi, ça fait quand même des millions de travailleurs en moins d'un seul coup, beaucoup de chaos dans les rues, etc. Et puis en même temps, une inflation, donc ce qui provoquerait déjà de l'inflation à cause des tensions dans la chaîne de production. Et en plus de ça, les biens importés qui augmenteraient en prix à cause des tarifs, ça augmenterait encore plus l'inflation. Donc ça serait, s'il menait la politique qu'il a promis, ça risquerait de lui exploser la figure. Mais si à la place il fait seulement des choses un peu plus symboliques et qu'il laisse un peu on va dire ses conseillers, tous les gens qui gravitent autour de lui, qui représentent des intérêts des multinationales, etc., prévaloir, alors il pourra peut-être faire un programme, il pourra peut-être appliquer son programme de manière beaucoup plus timorée. Et là, ce qui peut se passer, c'est qu'il va profiter en fait de la bonne santé économique relative de l'économie qu'a mis en place Biden, et donc tirer les dividendes et du coup être un président en fait assez populaire qui bénéficierait en fait du travail qui a été fait par le gouvernement précédent. Alors, on a peut-être des éléments de réponse avec les nominations du futur gouvernement de Trump. Peux-tu nous en dire plus sur ce qui ressort de ces nominations? Oui, alors les grands axes d'abord, c'est la première qualité des gens qui ont été nommés ou qui sont annoncés, parce qu'il faut savoir que dans la plupart des cas, le Congrès, si c'est un ministre en gros, ou l'équivalent d'un ministre, d'un secrétaire d'État, c'est le Congrès qui doit valider, enfin le Sénat plus exactement, qui doit valider par un vote la nomination, donc c'est pas forcément encore acté. Mais et après il y a les conseillers qui eux n'ont pas besoin d'être validés par le Sénat. Donc que ce soit ceux qui ont déjà été nommés ou qui sont en attente de confirmation,
la principale chose, leur principal trait de caractère, c'est qu'ils sont des fidèles de Trump. Donc ça, c'est à la fois regrettable dans le sens où c'est la chose qui prime sur la compétence, etc. Mais en même temps, c'est un peu compréhensible quand on sait les problèmes qu'il avait eu avec sa première administration. Et puis c'est vrai que c'est un peu normal pour un dirigeant politique de s'entourer de personnes qui sont d'accord avec lui. Ensuite, le deuxième élément, c'est en gros, ce sont surtout des gens qui ont des conflits d'intérêts, donc qui vont être nommés responsables par exemple, ils sont des anciens lobbyistes. Donc la directrice de cabinet, c'est une ancienne lobbyiste. Donc qui représente beaucoup d'intérêts économiques. La personne qui est donc le docteur Oz, donc qui était une star de télé, qui a donc un médecin qui donnait des conseils en nutrition et en médecine alternative à la télévision, qui est devenu une star comme ça à la télé-réalité un peu. Donc qui lui a ensuite été payé comme lobbyiste pour en gros privatiser l'assurance maladie, la branche publique de l'assurance maladie américaine, Medicare. Et donc, maintenant est en charge de gérer ça. Donc, du coup, et lui-même a investi dans les assurances privées. Donc, il y a un énorme conflit d'intérêts avec le fait c'est dans son intérêt à lui de privatiser l'assurance maladie publique. Et donc, il y a pas mal de gens comme ça qui ont été mis dans des positions. Le ministre du Transport, c'est un ancien lobbyiste des compagnies aériennes, par exemple. Donc, il y a des choses assez folles comme ça. Et qui montre que c'est un peu la volonté, c'est à la fois de déréguler toutes les administrations et les ministères, etc. Et de mettre pour le faire des gens qui sont des lobbyistes qui étaient avant habitués justement à combattre les régulations ou qui ont des intérêts financiers directs à ce que ces régulations disparaissent. Et donc ça, c'est la deuxième constante. Et la troisième, ça serait c'est d'abord des gens qui ont un casting qui a été quand même beaucoup choisi pour des qualités c'est en lien avec la loyauté justement. Il y a beaucoup d'anciens journalistes de Fox News, une milliardaire qui a fait fortune dans le catch et qui va donc devoir gérer l'éducation, et avec sa mission en gros c'est de démanteler l'éducation publique. Donc tout ça, ça montre quand même une volonté de casser l'appareil d'État au profit d'intérêts privés et parfois même des gens dont la mission va être de casser cet État et ses services publics. Et parmi les plus illustres représentants de ces intérêts privés, on a bien sûr Elon Musk, la place du milliardaire Elon Musk qui va être scruté de près. On a des profils comme Kennedy, comme Gabbard. Qu'est-ce que ces profils nous révèlent aussi ? Ouais, alors Elon Musk, c'est intéressant parce qu'en fait, on lui a donné un ministère, mais c'est pas un ministère, parce que si c'était un ministère, il aurait fallu que ça soit validé par le Congrès. Donc, il a appelé ça DOGE, enfin les initiales DOGE, enfin DOGE. Donc, c'est le Department of Government Efficiency, je crois. Et donc, en gros, en fait, c'est un rôle de conseiller, en fait, contrairement à ce que suggère le titre. Et il est conseillé pour réduire les coûts de l'administration, donc en gros faire des coupes budgétaires dans l'État. Et donc lui, il avait dit pendant la campagne, Musk avait fait campagne avec Trump, a beaucoup donné d'argent à sa campagne, a parlé, fait des discours dans les différents meetings de campagne où il disait qu'il allait pouvoir économiser 2000 milliards de dollars par an sur le budget de l'État. Ce qui, si était le cas, ça voudrait dire qu'il couperait massivement dans la sécurité sociale et toutes les aides sociales. Donc, c'est un peu la mission que lui a donnée Trump. Est-ce qu'il va vraiment le faire parce que, en fait, il n'y connaît rien? On voit, par exemple, qu'il parlait de mettre en place des applications numériques pour gérer, par exemple, pour que les gens puissent déclarer leurs impôts par téléphone, parce qu'il dit que c'est beaucoup trop compliqué. C'est vrai que c'est extrêmement compliqué et procédurier aux États-Unis, toutes ces choses-là, mais ça l'est parce que justement, il y a tout un tas d'intérêts économiques et d'entreprises, etc., qui ont influencé la loi. Et la loi a été écrite de manière à ce que ce soit compliqué pour que plein d'entreprises puissent grappiller de l'argent ici et là. Typiquement, comme c'est compliqué de déclarer ses impôts, les Américains doivent faire appel à des sortes d'aides comptables. Et les lobbyistes qui représentent ces intérêts ne veulent pas que la façon de déclarer les impôts devienne plus facile. Donc du coup, si Musk veut simplifier ça, il va se heurter à ses intérêts économiques. Donc il va y avoir comme ça des conflits potentiellement intéressants. Mais ça montre aussi surtout qu'il ne sait pas trop de quoi il parle pour l'instant. Donc soit il va le faire quand même, ça risque de faire beaucoup de dégâts, soit ça va faire un flop et peut-être qu'il a été mis là un peu, c'est un peu une sorte de titre honorifique pour qu'il foute la paix aux gens qui ont vraiment des idées plus claires de ce qu'ils veulent faire.
Donc ça, c'est le cas Musk, mais c'est vrai qu'il y a d'autres cas. Kennedy, donc c'est un peu la brebis galeuse de la famille Kennedy, qui a été rejetée par le Parti démocrate, qui a beaucoup fait campagne sur le thème de la santé et qui est un anti-vax notoire. Et donc il dit des choses intéressantes sur l'importance de bien manger. Il est très hostile à la malbouffe, etc. Mais là, il a été mis en charge de la santé, au ministère de la Santé. Donc, il n'a pas vraiment de compétences non plus. Et s'il fait ce qu'il a prétendu qu'il voulait faire, ça va aller en conflit direct avec toutes les industries qui, en fait, financent la campagne de Trump. Donc, du coup, c'est pas évident du tout de savoir ce qui va émerger de ça. Et Tulsi Gabbard, donc, c'est aussi une transfuge et une ancienne soutien de Bernie Sanders en 2016, qui s'était présentée comme anti-interventionniste et qui a beaucoup critiqué le complexe militaro-industriel, etc., mais qui en fait depuis s'est beaucoup droitisé et par exemple est très pro-Israël par exemple, donc et plutôt donc c'est pas du tout clair si elle va elle aussi changer. Donc elle a été mise à la tête du renseignement, mais c'est pas du tout évident qu'elle va vraiment changer de politique par rapport à ses prédécesseurs ou peut-être à la marge. Donc ça, c'est des profils qui interrogent un peu, parce qu'on n'est pas certain de savoir quoi en attendre. Et après, derrière, il y a des profils plus traditionnels où on sait en gros ce qui va se passer. Alors, les postes liés à la politique étrangère aussi des États-Unis interrogent cela et d'autres postes clés. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, sur la politique étrangère, on voit quand même qu'il y a, contrairement à ce qu'on disait, comme quoi Trump c'était quelqu'un de non interventionniste, qui est isolationniste, etc. Pour l'instant, les nominations, que ce soit le secrétaire d'État, donc c'est la chef de la diplomatie, c'est Marco Rubio. Marco Rubio, c'est un pur conservateur pur jus qui était vraiment l'archétype du parti républicain des années Bush et des années Obama quand il était dans l'opposition. Ensuite, il est devenu il a beaucoup tenté de rentrer dans les petits papiers de Trump, mais c'est même il était au départ, il critiquait Biden par exemple pour pas être assez pro-Ukraine. Et c'est quelqu'un qui est farouchement pro-Israël aussi. Et donc des profils comme ça, on en retrouve celui qui sera donc qui va représenter les États-Unis à l'OTAN et l'ambassadeur à l'ONU. C'est deux personnes aussi qui par le passé à des positions pro-ukrainiennes et pro-israéliennes. Donc il n'y a pas vraiment de changement avec la ligne Biden de ce point de vue-là. Il y aura sûrement des nuances sur le conflit ukrainien quand même, parce que Trump est un peu plus nuancé que Biden sur ce point-là. Mais par exemple, sur le Moyen-Orient, ça va être la politique Biden plus, quoi. Donc, ça va pas y avoir du tout de revirement à ce niveau-là. Là où on va peut-être avoir quelque chose de plus de recherche plus du conflit, c'est vis-à-vis de la Chine. Là, il va falloir voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, il n'y a pas de grosses surprises à ce niveau-là dans la politique étrangère américaine. On se dirige plutôt vers une continuité quand même, plutôt qu'une rupture forte. En tout cas, c'est ce que suggèrent les nominations. Et sur les autres ministères clés, c'est un peu ce qu'on a dit. C'est des gens qui ont surtout été choisis pour leur collusion et leur détermination à déréguler ce qui peut être dérégulé et servir les intérêts financiers. Donc là, par contre, sur la politique intérieure, on peut effectivement voir des changements assez profonds si ces choses-là sont menées, les ambitions de ces personnes-là vont à leur terme. Dernière question très rapidement. Chris, Biden est encore au pouvoir pour 2 mois et le Parti démocrate conserve quand même de nombreux élus. Est-ce qu'on peut imaginer que les démocrates et Joe Biden vont tenter de freiner Donald Trump au moins pour les 2 mois qu'il reste avant l'arrivée officielle et l'investiture de Donald Trump en janvier? Ouais, c'est assez paradoxal, hein, parce que si on écoutait les démocrates juste avant l'élection, en gros, c'est la démocratie américaine qui allait disparaître en cas de victoire de Trump. Et depuis qu'il a gagné, ils sont pas du tout en train d'agir comme si il fallait sauver la démocratie parce qu'elle était sur le point d'être renversée. Donc il y a Biden, lui, il est un peu aux abonnés absents, au point que certains disent qu'il devrait démissionner et laisser Kamala Harris faire la transition, en gros, les 2 mois. Là, il était en déplacement en Amazonie, il a quasiment pas parlé à la presse.
Par contre, ce qu'il fait, mais est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est plutôt ses conseillers qui gèrent ça? C'est qu'il a essayé de réaviver les tensions en Ukraine en envoyant en prouvant un maximum de livraison d'armes avant que Trump arrive en place. Et puis, on a vu aussi cette décision d'autoriser l'Ukraine à frapper sur le territoire russe avec des missiles à longue portée. Donc ça va plutôt sur une montée des tensions, peut-être pour justement un peu saboter Trump, si Trump voulait arriver rapidement à un accord de paix. Et puis, mais en même temps, comme la Russie a plutôt la main en Ukraine pour l'instant, ça n'a pas forcément changé grand-chose. Et en Israël, c'est aussi surprenant parce que, enfin, c'est surprenant pour ceux qui pensaient que Biden avait une politique pro-israélienne, surtout pour des considérations électorales. En fait, là, on a vu, ils avaient mis un ultimatum à Israël de 30 jours pour qu'il laisse passer l'aide humanitaire dans le nord de Gaza, et Israël n'a pas respecté l'ultimatum et il n'y a eu aucune conséquence. Et là, on vient d'avoir la décision de la Cour de justice internationale avec le mandat d'arrêt pour Netanyahou. La Cour pénale internationale, oui, merci. Et en fait, les États-Unis, leur ligne, ça reste, on reconnaît pas ce verdict, alors qu'ils avaient encouragé les États à procéder à l'arrestation de Poutine quand c'était Poutine qui avait été fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Donc il y a ce double discours continu. Donc il y a pas sur la politique étrangère, c'est plutôt une continuité. Il y a aucun changement. Et même au Congrès, on voit que là, il y a des démocrates qui ont voté une loi qui va donner des pouvoirs supplémentaires à Trump pour s'attaquer aux ONG. C'est pas sûr que la loi passe parce qu'elle va passer par le Sénat, mais ça montre quand même qu'il n'y a pas du tout de garde-fous qui sont mis en place. Et de la même manière, pour l'instant, les démocrates, au lieu ils pourraient faire tout un tas de confirmer des gens à leur poste dans la haute administration pour justement que ces gens-là, pendant les 2 prochaines années, soient en poste et que ça empêche Trump de mettre en place ses propres personnes dans des postes clés comme ça, par exemple pour gérer tout ce qui est protection de l'environnement ou des choses comme ça, et ils le font pas du tout. Donc pour l'instant, il y a un peu une capitulation des démocrates, y compris dans des choses comme ça qui ont attrait à un peu à la stratégie au Congrès, et c'est assez. J'ai vu beaucoup de réactions de journalistes et de commentateurs pro-démocrates qui sont désespérés de voir le manque de combativité du parti, quoi. Donc pour l'instant, c'est plutôt on assiste plutôt à une capitulation qu'autre chose. Merci beaucoup, Chris. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur le canal 165 de la Freebox sur YouTube ou sur notre site internet, et également depuis peu sur notre plateforme Mondotof. Votre engagement et votre fidélité nous sont précieux, car le média ne vit que des dons et des abonnements, des soutiens de celles et ceux qui nous regardent et qui nous aiment. Soutenez-nous si vous le pouvez sur le lemediatv.fr/soutien. Restez connectés sur le média. Salut à toutes et à tous et merci de regarder ce nouvel épisode de L'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard sur le média qui, on le rappelle, est diffusé sur YouTube, sur le